Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à demander une faveur que tu t'étais pourtant juré de ne jamais réclamer? Ma fille de 6 ans, Pia, est revenue de chez son père avec des mèches de cheveux arrachées. Je l'ai retrouvée dans la salle de bain à 3 heures du matin, occupée à s'en couper d'autres avec des ciseaux à bout rond. Quand je lui ai pris les ciseaux, elle a murmuré « Les amis de papa choisissent une fille pour la cave. Je dois être la plus moche, sinon ils me prendront. » Elle tremblait tant qu'elle a fini par vomir. J'ai appelé son père en le suppliant de s'expliquer. Il m'a répondu tout à fait calmement « Tu es folle. J'enregistre cet appel. Le juge sera ravi d'entendre comment tu bourres la tête de Pia avec tes histoires malsaines. Menace sur la garde. » 2 jours plus tard, j'ai eu ma preuve. C'est à ce moment-là que Jasmine est venue chez moi. Jasmine, c'est l'une des 7 filles de mon ex, qu'il a eues avec 5 femmes différentes, toutes en garde alternée le week-end. Elle aussi est arrivée avec des mèches de cheveux en moins. Sa mère m'a dit que Jasmine répétait sans arrêt « Pia m'a sauvée », sans jamais expliquer ce que cela voulait dire. Là, j'ai compris que ce n'était pas seulement ma fille qui était concernée. J'ai appelé tous les parents dont la fille allait chez mon ex. 4 autres petites s'étaient coupé les cheveux ces 2 derniers mois. Une mère m'a confié que sa fille tenait un carnet pour noter à qui c'était le tour d'aller à la cave. Une autre a retrouvé sa fille de 6 ans, à 2 heures du matin, en train d'essayer de se rendre laide en se dessinant sur le visage avec des feutres, 4 jours avant la prochaine visite chez mon ex. Sa compagne m'a envoyé un SMS. Ta fille donne de mauvaises idées aux plus jeunes. Maintenant, aucune n'est présentable. Il faut que ça s'arrête. Le mot « présentable » m'a glacée. Je me suis rendue à la protection de l'enfance avec les photos des cheveux abîmés des filles et les témoignages de 5 mères. L'assistante sociale m'a dit que les enfants se coupaient souvent les cheveux et qu'en l'absence de preuves de maltraitance physique, ils ne pouvaient rien faire. Elle a même précisé dans le dossier que j'avais l'air d'influencer ma fille. 3 jours de perdu. Une mère, Elisabeth, était mon dernier espoir. Sa fille Émilie avait autrefois les plus beaux cheveux de toutes, blonds et longs jusqu'à la taille. Émilie avait été choisie pour la cave 2 mois plus tôt et elle n'était plus la même depuis. Elle dormait sous son lit, refusait qu'on la lave et dessinait des escaliers qui s'enfonçaient dans le noir. Elisabeth avait l'air dévastée en me disant qu'Émilie gardait encore ses cheveux coupés dans une boîte sous le lit, étiquetée « Avant ». Il ne me restait que 3 jours. J'ai tenté la police à nouveau. Le policier a esquissé un sourire en coin. Des petites filles qui jouent à la coiffeuse. Ce n'est pas un crime, madame. Peut-être devriez-vous essayer d'être une meilleure coparente. Il m'a rendu les photos sans même les regarder. De toute façon, votre ex a déjà prévenu qu'il fallait s'attendre à des histoires invraisemblables de votre part. Cette nuit-là, Pia s'est regardée dans le miroir en touchant la repousse. Ça redevient joli, a-t-elle dit d'un ton neutre. Je devrais descendre la prochaine fois. Mon téléphone a vibré. C'était mon avocat. Je l'ai supplié de raconter n'importe quel mensonge au juge pour que je puisse garder Pia à la maison vendredi. Mais il est resté silencieux jusqu'à ce que je termine de pleurer, puis il a lâché les mots qui m'ont achevé. Si je refusais le droit de visite, je perdrais la garde pour de bon. Il me restait 24 heures pour choisir entre désobéir au tribunal ou renvoyer ma fille dans cette maison. Au petit déjeuner, Pia m'a donné le ruban de Jasmine. Mes cheveux ont repoussé trop vite la dernière fois. C'est Jasmine qui a dû y aller à ma place. La culpabilité dans la voix de ma fillette m'a brisé le cœur. Il ne restait plus qu'1 heure. Pia me serrait la main dans la voiture. Et si je n'arrive pas à être assez moche cette fois? Quand nous sommes arrivés devant chez lui, 2 autres voitures étaient déjà là. Selena est sortie la première, 5 ans, des boucles blondes jusqu'à la taille. Puis Eve, 7 ans, des cheveux noirs magnifiques. Pia les a vus et s'est mise à hurler. Pas elles sont trop jolies. Je me suis contentée de sourire. Parce que ce soir, je n'allais pas seulement déposer Pia. J'entrais aussi dans cette cave. J'ai appelé mon cousin Pedro, ancien de la police militaire. Tu te souviens de ce qu'on a vécu avec tonton Larry? Il n'a pas eu besoin d'en savoir plus. Laisse-moi 20 minutes. Les autres mères accompagnaient leur fille jusqu'à la porte. Pedro est arrivé avec son frère José. Ils avaient fait 2 missions en Afghanistan ensemble. Ils savaient faire parler les gens. Mon ex est sorti, tout sourire, prêt à fanfaronner sur la garde, mais il a blêmi en voyant Pedro. « Rentre », a dit Pedro d'un ton calme. Les autres mères ont gardé leurs filles à l'écart pendant qu'on suivait mon ex à l'intérieur. Sa compagne a tenté de s'enfuir. José l'a attrapée dans la cuisine et l'a attachée à une chaise en un clin d'œil. Mon ex est collé contre un mur. C'est un enlèvement. Tu viens de perdre la garde à tout jamais. Où est la cave? Je l'ai interrompu. Pedro l'avait déjà trouvée. 3 verrous, comme l'avait dit le voisin, ouverts en moins d'1 minute. Mon ex est devenu livide. Vous ne pouvez pas descendre. Je vous en supplie. Vous ne comprenez pas. Ce sont les jolis qui descendent. J'enregistrais tout. Une fille chaque week-end. Pia essayait de les sauver en se coupant les cheveux. Je me suis avancée vers l'escalier. Les marches en bois grinçaient sous mes pas alors que je descendais dans l'obscurité. L'air froid m'a saisi. Je voyais mon souffle formé de petits nuages. Une ampoule pendait au bout d'un fil au centre du plafond et oscillait, projetant des ombres folles sur les murs de béton gris. Mon téléphone tremblait dans ma main, mais je continuais à tout filmer. L'odeur m'a frappé d'un coup. Un mélange de chaussettes de sport oubliées et de quelque chose d'aigre qui m'a soulevé le cœur. En bas des marches, je suis restée figée par ce qu'ils avaient installé là. Un trépied était planté dans un coin, une caméra braquée sur un petit matelas posé à même le sol, taché et sans drap. Des cartes SD traînaient sur une table en bois à côté du trépied. 4 anneaux métalliques étaient scellés dans les murs à différentes hauteurs, avec des cordes enroulées à côté de chacun. J'avais les jambes en coton, mais je me suis obligée à filmer chaque détail. Pedro m'a appelé d'en haut pour savoir si ça allait,
J'ai réussi à lui répondre oui, même si tout mon corps tremblait. Il fallait absolument tout documenter avant l'arrivée de la police. Mon ex, du haut de l'escalier, se mettait à hurler qu'on allait tous finir en prison pour kidnapping, poursuite, menace, mais sa voix, désormais tremblante, trahissait bien plus la peur que la colère. Je l'ignorais, concentrée à filmer tout ce que je découvrais dans la cave. Sur la table, juste à côté des cartes SD, il y avait un carnet à la couverture rose. En l'ouvrant, je suis tombée sur des dates remontant à plusieurs mois, chacune accompagnée de différentes initiales, P&P. Pour Pia revenait souvent au début, puis beaucoup moins après 2 mois. JM pour Jasmine était apparu plus récemment. UR, qui correspondait à Emily selon les descriptions d'Elisabeth, avait le plus de marques. Le simple fait de comprendre le système me donnait la nausée. Chaque week-end, des initiales étaient cochées, exactement comme Pia l'avait raconté, les plus jolies descendaient. Mes mains tremblaient, à tel point que j'ai failli faire tomber le carnet, mais j'ai tout filmé page par page. Pendant ce temps, José gardait mon ex et sa compagne ficelés dans la cuisine, pendant que je fouillais à la recherche d'autres preuves. Une grosse armoire métallique, adossée au mur du fond, fermée avec un cadenas, m'a tout de suite attirée. J'ai appelé Pedro, qui l'a ouverte en 30 secondes à peine. À l'intérieur, encore plus de cartes SD rangées dans des boîtes en plastique, toutes étiquetées avec des dates, 2 ans d'archives de week-end. Le visage de Pedro s'est décomposé en réalisant l'ampleur de ce qu'on venait de trouver, et on savait très bien ce que ces images allaient probablement montrer. Soudain, la compagne s'est remise à hurler depuis l'étage, prétendant qu'on ne comprenait rien, que les filles devaient apprendre l'humilité et le respect, que c'était tout ce qui comptait. Sa voix montait dans les aigus, elle insistait qu'elle ne faisait que remettre ses filles à leur place. J'ai grimpé les escaliers en courant, mon téléphone toujours en train de filmer, pour enregistrer ses propos. Rien ne l'arrêtait, même pas la caméra braquée sur elle. Elle répétait que les jolies recevaient trop d'attention et qu'il fallait les remettre en face de la réalité, que c'était formatif. Mon ex, excédé, lui a ordonné de se taire, mais elle criait de plus belle que les filles avaient un besoin d'apprendre. J'ai tout gardé en vidéo. C'est seulement au moment de composer le 17 que mes mains ont arrêté de trembler. L'opératrice a décroché, je lui ai expliqué qu'on venait de découvrir une cave verrouillée, avec des preuves évidentes de maltraitance sur mineurs. Elle a demandé si quelqu'un était blessé, alors j'ai raconté l'histoire des cheveux coupés, l'aménagement inquiétant de la cave. J'ai donné l'adresse, elle m'a prévenu que des équipes étaient en route et m'a demandé de ne plus rien toucher, sauf qu'il était déjà un peu tard pour ça. Dehors, les autres mères avaient rassemblé leurs filles près des voitures. Je suis sortie et suis allée demander à la voisine de venir voir ce qu'on avait trouvé. Une dame d'environ 70 ans, cheveux gris enroulés dans des bigoudis. Elle m'a avoué avoir déjà entendu des pleurs venant de la maison, mais pensait que ce n'était rien d'autre que du bruit d'enfant. Mais dès qu'elle a vu la cave, elle a porté la main à la bouche, répétant sans arrêt « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Elle nous a assuré qu'elle témoignerait de tout ce qu'on lui demanderait. 2 voitures de police sont arrivées, gyrophares allumés, mais sans sirène. Les policiers sont sortis sans se presser, comme si la situation n'était pas grave. Ils ont tout de suite remarqué Pedro et José, restés devant l'entrée, et sont devenus méfiants. L'un d'eux nous a averti qu'on risquait des poursuites pour violation de domicile et séquestration. Pedro est resté d'un calme impressionnant et a expliqué qu'on avait empêché un danger imminent pour des enfants. Le policier a rétorqué que ce n'était pas à nous d'en juger, a voulu arrêter Pedro et José sur le champ, mais Pedro a gardé son sang-froid. Il leur a montré la cave et, soudain, plus un mot sur les arrestations. L'un des agents a appelé des renforts, tandis que l'autre a commencé à prendre des photos. 20 minutes plus tard, une voiture banalisée est arrivée. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, en est sorti. L'inspecteur John Curry. Il avait l'allure de quelqu'un qui en a vu d'autres, a allumé sa caméra piéton sans perdre de temps et s'est mis à séparer tout le monde pour prendre les témoignages. Il a ordonné aux policiers de sécuriser les lieux et de tenir chacun à distance. En découvrant la cave, son attitude a radicalement changé. Il est devenu méthodique, précis, plus aucun doute dans son regard. Il m'a demandé de tout lui raconter depuis le début, caméra en marche. Je lui ai montré le carnet avec le planning, l'armoire pleine de cartes SD. Il a tout placé sous scellé, appelé la scientifique. Il m'a vraiment convaincu que l'affaire allait être prise au sérieux. Devant nous, il a téléphoné au centre d'accueil pour enfants tandis que les agents continuèrent de séparer les familles. Il insistait. Il fallait des enquêteurs formés pour interroger les filles. La moindre erreur pouvait tout remettre en cause devant le tribunal. Je lui ai remis mon téléphone, avec toutes les vidéos que j'avais filmées dans la cave et celle de la compagne qui débite sa leçon sur la place des filles. Mon ex s'est remis à prétendre que j'étais folle, que je remplissais la tête de Pia d'idées tordues, rappelant à tous qu'il avait déjà signalé mon état mental à la police il y a plusieurs semaines. L'inspecteur Curry, impassible, l'a écouté puis lui a simplement demandé pourquoi il y avait 3 verrous sur la porte de la cave si tout était soi-disant normal. Mon ex est resté sans voix. L'inspecteur est redescendu à la cave, caméra à l'épaule, et a tout documenté, appelant de nouveau la scientifique. Il a enfilé une paire de gants, placé chaque carte SD sous scellé, photographié le matelas, les points d'ancrage dans les murs, le trépied. Son collègue prenait déjà les déclarations des autres mères, toujours dehors avec leurs filles, notant à partir de quand chaque enfant avait commencé à se couper les cheveux, les changements de comportement. Un des policiers a fait remarquer que Pedro et José risquaient malgré tout des poursuites pour séquestration, puisqu'ils avaient attaché mon ex et sa compagne avec des serflex.
Sans cesser de travailler, l'inspecteur Curry a répondu qu'ils avaient agi pour empêcher une mise en danger continue des enfants, en usant de la force la plus minimale, et que la priorité, c'était de recueillir les témoignages, pas d'arrêter ceux qui venèrent de mettre fin à tout ça. Environ 40 minutes plus tard, une femme en tailleur gris, qui s'est présentée comme Martha Price, des services de protection de l'enfance, est arrivée. Elle a jeté un rapide coup d'œil à la cave et au sac de preuves, puis, sans perdre une seconde, elle a pris la décision de placer les 7 filles sous protection d'urgence. Elle était hors d'elle en découvrant qu'une plainte avait été classée sans qu'aucune enquête sérieuse n'ait été menée, et elle ne cessait de secouer la tête en consultant l'ancien dossier sur sa tablette. Elle a été très claire. Aucune des filles ne remettrait les pieds chez leur père ce soir, ni tant que l'enquête ne serait pas bouclée. 2 minibus du centre d'accueil sont arrivés pour emmener les enfants discuter avec leur spécialiste, Isabelle Rose, dans le cadre des entretiens médico-légaux. J'angoissais à l'idée de ce que Pia aurait à raconter, mais je savais qu'il fallait qu'elle parle à des professionnels capables de consigner chaque détail pour la justice. Les autres mères et moi avons rejoint nos voitures pour suivre les minibus, pendant que la police poursuivait ses relevés sur place. L'inspecteur Curry m'a demandé de le suivre au commissariat afin de déposer officiellement sur les raisons de mon intrusion. Il m'a expliqué que je risquais une amende, mais qu'il comprenait mon geste en tant que mère soucieuse de protéger sa fille, et il m'a encouragé à coopérer pleinement pour la suite des opérations. Pedro et José, de leur côté, ont dû présenter leurs papiers et revenir sur leur passé militaire face aux policiers. Ils ont accepté de rester à disposition en tant que témoins et savaient qu'ils pourraient être inquiétés pour une infraction mineure liée à la séquestration, même s'ils n'avaient en fait que prêté main forte. Je me sentais coupable de les avoir entraînés là-dedans, mais Pedro s'est contenté de me serrer l'épaule en me lançant « La famille, c'est sacré. On se protège quoi qu'il arrive. » La compagne, toujours attachée à sa chaise, a tenté de minimiser les faits en répétant qu'il voulait simplement apprendre aux filles à rester modestes et à ne pas devenir superficielles. Elle a admis que le terme « convenable » dans son message renvoyait à une leçon d'humilité en passant du temps à la cave, mais tenait à souligner que tout cela, selon elle, forgeait le caractère et le respect. Plus elle parlait, plus elle s'enfonçait, et l'inspecteur Curry enregistrait tout avec sa caméra piéton. Il a appelé une certaine Sunita Bhatia, substitut du procureur, pour lui exposer nos découvertes. Elle a donné son feu vert afin d'obtenir un mandat de perquisition par téléphone, ce qui a permis d'examiner immédiatement le contenu des cartes SD sans devoir patienter plusieurs jours. Moins d'1 heure plus tard, le mandat arrivait et l'inspecteur Curry s'est installé dans sa voiture pour visionner les vidéos sur son ordinateur portable. À chaque nouvelle séquence, son visage se fermait un peu plus. Les premières images montrèrent des filles en larmes sur les marches menant au sous-sol, et même s'il n'y avait pas de violence physique apparente, la détresse psychologique sautait aux yeux. On lisait leur angoisse dans leur façon de trembler et de supplier pour ne pas descendre. Le détective Curry a tout de suite estimé que c'était amplement suffisant pour engager des poursuites pénales et a rappelé l'assistante du procureur pour discuter de la suite. 20 minutes plus tard, il était installé en salle de réunion, son ordinateur ouvert devant lui, en train de revoir les images de la carte SD, tandis que, en face, j'essayais de ne pas défaillir. La première vidéo montrait Emily, debout en haut de l'escalier du sous-sol, suffoquée par les sanglots, pendant que la voix de mon ex disait qu'elle avait été choisie parce qu'elle était la plus jolie cette semaine. Sur la seconde, on voyait Jasmine supplier qu'on l'épargne, car elle avait mal au ventre, et la compagne de mon ex lui répondait que les jolies filles ne se plaignaient pas. À chaque vidéo, la mâchoire de Curry se crispait un peu plus et, après la 5e, il a refermé l'ordinateur et a rappelé l'assistante du procureur pour confirmer qu'ils avaient matière à retenir plusieurs chefs d'accusation criminelle. Nous sommes ensuite descendus au garage, où un autre agent photographiait un énorme tableau blanc couvert d'initiales, de dates remontant à 2 ans. Toutes celles qui s'étaient coupées les cheveux avaient leur nom entouré en rouge, accompagné de la mention « inapte », notée précisément au moment où elles avaient changé de coiffure. Sur le planning, les initiales d'Emily apparaissaient toutes les 2 semaines jusqu'à 2 mois auparavant, moment où elle avait commencé à se couper les cheveux. Puis Jasmine prenait la suite. Le détective Curry a tout photographié en détail, tout en appelant l'aide sociale à l'enfance au sujet d'un signalement vieux de 14 mois, lui aussi classé sans suite. Un voisin avait signalé des pleurs et des cris d'enfants venant du sous-sol, mais l'assistante sociale avait conclu à une fausse alerte après que mon ex lui ait expliqué que les enfants jouaient un peu trop bruyamment. Curry a tout noté, affirmant que cette accumulation de signaux d'alerte non traités renforcerait le dossier pénal et serait précieuse lors des futures démarches civiles qui suivraient inévitablement. Un autre agent est alors arrivé avec un dossier envoyé par la conseillère scolaire d'Emily, qui venait de faxer des dessins réalisés 6 mois plus tôt, des bonshommes descendant des escaliers dans la pénombre, des larmes sur les joues. Les annotations de la conseillère signalaient son inquiétude, mais mon ex lui avait assuré qu'Emily traversait mal le divorce et lui avait demandé de ne pas m'en parler. Le détective Curry a ajouté ses dessins au dossier de preuve et a rappelé Ada Bhatia pour l'informer de toutes les avancées. Moins d'1 heure plus tard, elle déposait en urgence auprès du juge des affaires familiales une demande d'ordonnance d'éloignement immédiate pour les 7 filles, ainsi qu'une extension du mandat de perquisition aux ordinateurs et téléphones de mon ex afin d'y rechercher d'autres éléments. 2 policiers ont escorté mon ex, menotté, jusqu'à leur voiture, tandis qu'il hurlait qu'il était victime d'une injustice et que son avocat allait nous faire payer devant le tribunal. 10 minutes plus tard, sa compagne était aussi arrêtée, malgré ses tentatives pour convaincre les policiers
qu'il ne s'agissait que d'un malentendu sur l'éducation des filles et l'importance de la modestie. Son avocate, déjà sur place à son arrivée au commissariat, a aussitôt tenté de négocier en proposant qu'elle livre tout ce qu'elle savait en échange d'un accord. Le détective Curry m'a dressé une amende pour violation de domicile, mais il m'a expliqué que, vu la situation, le procureur ne donnerait sans doute pas suite et qu'il comptait surtout sur ma coopération pour la suite de l'enquête. La camionnette de la télé locale est arrivée pile au moment où il faisait monter mon ex dans le fourgon, et une journaliste a tenté de m'interpeller, mais je l'ai ignorée pour filer directement vers ma voiture. Elisabeth et les autres mères s'étaient déjà mises d'accord. Pas question de parler à la presse tant que les filles ne seraient pas en sécurité et que la justice ne ferait pas son travail. Pedro et José, eux, ont été informés qu'ils risquèrent des poursuites pour séquestration légère, mais Curry les a enregistrés comme témoins coopératifs, ayant permis d'éviter la poursuite des mauvais traitements. Ils sont donc repartis libres, sans même être placés en garde à vue. Pedro, fidèle à lui-même, a haussé les épaules en entendant les risques encourus et a lâché. Protéger la famille, ça vaut tous les sacrifices. Je recommencerai demain sans hésiter. L'équipe scientifique a passé la nuit sur place, fouillant la maison de fond en comble. Au final, ils sont repartis avec 12 cartons de preuves, vidéos, cartes SD, planning, et même les cordes fixées au mur du sous-sol. Selon Curry, l'examen initial suffisait pour retenir des chefs d'accusation de mise en danger de mineurs, séquestration et complot. D'autres charges pourraient s'ajouter après l'analyse du contenu numérique. Mon téléphone vibrait sans arrêt, inondé de messages des autres mères en quête de nouvelles. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, les arrestations, les éléments trouvés, mais je leur ai demandé de rester discrète tant que tout ne serait pas officiel. Le détective m'a donné sa carte, promettant de me tenir informée dès le lendemain, et m'a bien rappelé de ne rien faire qui puisse mettre l'enquête en péril. Je suis ensuite passée au centre pour récupérer Pia qui venait de finir son premier entretien avec Isabelle. Elle paraissait épuisée, mais déjà moins terrorisée qu'auparavant. Sur le chemin du retour, elle m'a demandé « Est-ce que papa va aller en prison ?» Je lui ai répondu « Maintenant, c'est la police qui s'occupe de tout. Tu es en sécurité. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 1 mois, elle a dormi dans son lit sans cauchemarder à propos de ses cheveux. Le lendemain matin, Curry m'a appelé pour m'annoncer que l'avocate de la compagne proposait de collaborer en échange d'une réduction de peine. Elle était prête à tout raconter sur le système en place. Il m'a appris aussi que 2 autres mères venèrent de se manifester, racontant à leur tour que leur fille s'était brusquement coupé les cheveux après des week-ends chez leur père. L'affaire prenait de l'ampleur et, d'après lui, cela devenait l'un des plus gros dossiers de maltraitance d'enfants du comté depuis des années. Le centre m'a appelé le lendemain pour fixer l'expertise médico-légale de Pia avec Isabelle Rose l'après-midi. J'ai préparé quelques goûters et pris son doudou préféré, même si l'on m'avait expliqué qu'elle resterait seule dans la salle. Vu de l'extérieur, le bâtiment ressemblait à n'importe quelle maison familiale, avec une petite aire de jeu derrière et des dessins colorés sur les vitres. Isabelle nous a accueillis dans le hall, en jean et pull, loin du cliché de la psy en tailleur, ce qui a tout de suite rassuré Pia. Elle lui a fait visiter la salle d'entretien, pleine de canapés moelleux et de crayons de couleur, pendant que j'attendais dans une pièce à côté, regardant ce qui se passait sur un écran. Pendant 2 heures, j'ai vu ma fille s'ouvrir peu à peu sur le sous-sol, le système de sélection, et sur sa conviction que se couper les cheveux la rendrait moins jolie. Il y avait des sujets sur lesquels elle bloquait, préférant dessiner plutôt que répondre quand Isabelle l'interrogeait sur certains week-ends. Plus tard, Isabelle est venue m'expliquer que c'était classique chez les enfants traumatisés et qu'il faudrait du temps et plusieurs séances pour brosser un tableau complet. Elle m'a félicitée. Pia s'en était très bien sortie pour une première fois, puis elle m'a donné les contacts de thérapeutes spécialisés dans les traumas chez les petits. Le soir même, mon avocat m'a appelé. L'audience pour l'ordonnance de protection d'urgence était fixée 2 jours plus tard et il me fallait ramener tous mes papiers. L'acompte versé 3 mois plus tôt était déjà grillé. Il me réclamait 5 000 $ de plus pour continuer à me défendre. Le lendemain, j'ai vendu les bijoux de ma grand-mère et mis mon ordinateur en gage pour réussir à rassembler 3 000 $. Il m'a dit qu'avec les arrestations et toutes les preuves, notre dossier tenait la route, mais que le juge risquait de me reprocher mon initiative personnelle. À l'audience, la salle était pleine. Les 7 mères étaient là, chacune avec son avocat. Mon ex est arrivé menotté, en combinaison orange, assisté de son avocat commis d'office, qui n'a cessé de plaider le malentendu sur la discipline. La juge a passé 40 minutes à éplucher les preuves, les photos du sous-sol et le tableau de planning avec les initiales des filles. Elle a prononcé des ordonnances d'éloignement prolongées pour les 7 filles et leur a retiré la garde provisoire à leur père en attendant le procès pénal. J'ai enfin eu l'impression de respirer à nouveau. Mais la juge s'est tournée vers moi, impassible, et m'a réprimandé 10 bonnes minutes sur le fait de s'être fait justice soi-même, me rappelant que j'avais eu de la chance de ne pas être poursuivie pour enlèvement et que personne n'a le droit de se faire justice à la place de la loi. Elle a tout de même reconnu que le système avait failli, que les services sociaux et la police n'avaient pas protégé les enfants. Elle m'a accordé la garde exclusive provisoire de Pia, avec un suivi des services sociaux pendant 6 mois pour s'assurer de son bien-être. Ce n'était pas évident de devoir accueillir une assistante sociale chez moi, mais j'étais prête à l'accepter si cela permettait à Pia de rester loin de son père. La semaine suivante, c'était au tour de Pedro et José de passer devant le juge.
Le procureur leur a proposé un accord pour trouble à l'ordre public, 40 heures de travaux d'intérêt général et $500 d'amende chacun. Ils sont sortis du tribunal en riant, convaincus que ça valait largement le coup rien que pour voir la tête de mon ex quand ils avaient débarqué chez lui. Pedro a déclaré « La famille protège la famille, et je recommencerai demain s'il le fallait. J'ai promis de payer leurs amendes dès que je le pourrais, même si mon compte était déjà à sec à cause des frais d'avocat. » 3 jours plus tard, l'inspecteur Curie m'a contacté avec une nouvelle capitale. La petite amie avait fini par accepter de témoigner contre mon ex. Son avocate avait négocié un accord de coopération pour qu'elle raconte tout, en échange d'une réduction des charges retenues contre elle. Elle a passé 6 longues heures à décrire à l'inspecteur le système de classement de beauté qu'ils imposaient aux filles, la manière dont ils choisissaient celles qui devaient descendre à la cave chaque week-end. Elle a expliqué qu'à leur arrivée, les filles étaient annotées de la plus jolie à la moins jolie, et que la plus jolie était désignée pour ce qu'ils appelaient un moment spécial. Même l'inspecteur a reconnu qu'il était profondément ébranlé par l'organisation méthodique de ces abus psychologiques qui durèrent depuis 2 ans. Elle a aussi admis avoir participé à l'élaboration du planning et veillé à faire respecter les règles concernant le passage de chaque fille. Grâce à son témoignage, le dossier a été renforcé et des accusations de complot sont venues s'ajouter à celles de mise en danger d'enfants et séquestration illégale. La semaine suivante, Sunita Bhatia, la substitut du procureur, m'a appelé au sujet d'un accord de plaidoyer pour mon ex, afin d'éviter aux filles d'avoir à témoigner pendant le procès. Elle lui proposait 3 ans de prison pour séquestration illégale et mise en danger d'enfants, à condition qu'il plaide coupable et accepte d'éviter la procédure. Une partie de moi rêvait de le voir croupir en prison pendant des décennies, mais je savais qu'il fallait protéger les filles et leur éviter de revivre tout cela devant la cour. Elle lui laissait 2 semaines pour réfléchir, tout en poursuivant la constitution du dossier, au cas où il refuserait l'accord. Pendant ce temps, Elisabeth a pris l'initiative de réunir les autres mères pour former un groupe de soutien informel, parce que nous avions toutes des filles traumatisées et d'énormes frais d'avocat à gérer. On se retrouvait chaque jeudi soir chez elle, pendant que quelqu'un gardait les enfants dans la salle de jeu. On s'échangeait les noms de thérapeutes, on partageait nos expériences sur la façon dont nos filles se rétablissaient, et on se répartissait la facture des pizzas. Aucune d'entre nous n'aurait imaginé se lier d'amitié dans de telles circonstances, mais un lien unique nous unissait, une compréhension tacite que seuls ceux qui traversent la même épreuve peuvent partager. Elisabeth a découvert une association qui venait en aide aux victimes de violences pour les aider à régler leurs frais juridiques et nous a guidés dans la constitution de nos dossiers. Dès la première séance avec sa psychologue spécialisée dans les traumatismes, Pia est ressortie épuisée. Elle s'est endormie dans la voiture avant même qu'on arrive à la maison. La thérapeute, une femme d'expérience, a souligné la force de Pia face à tout ce qu'elle avait subi, mais elle avait prévenu que les premières séances seraient très éprouvantes. Pia faisait des cauchemars chaque nuit et venait se blottir contre moi, tremblante. La thérapeute m'a expliqué que c'était une étape normale du processus de guérison, que cela s'améliorerait avec le temps, mais voir ma fille souffrir ainsi en essayant de se reconstruire m'était presque aussi insupportable que le traumatisme initial. Malgré les supplications de Pia pour ne pas y retourner, nous avons persévéré à raison de 2 séances par semaine, la psychologue insistant sur l'importance de la régularité pour sa guérison. 3 semaines après la déposition de la petite amie, l'avocat de mon ex a finalement contacté Sunita pour accepter l'accord proposé. Il avait bien compris, après en avoir discuté avec son avocat, qu'il risquait 20 à 30 ans de prison s'il allait jusqu'au procès compte tenu de toutes les preuves réunies contre lui. La date de l'audience pour le prononcé de la peine a été fixée 6 semaines plus tard, et j'ai ressenti un immense soulagement à l'idée que les filles n'auraient pas à témoigner. Les 6 semaines sont passées en un éclair, entre les séances chez la psy et les rendez-vous juridiques, jusqu'au jour du jugement. La salle d'audience était bondée, toutes les mères serrant un mouchoir dans la main, tandis que mon ex, en combinaison orange, semblait rapetissé comme jamais. La juge a énuméré lentement chaque chef d'accusation en relisant les preuves réunies par l'inspecteur Curie, y compris les vidéos du sous-sol et le témoignage glaçant de la petite amie sur leur système de sélection. L'avocat de mon ex a tenté de plaider la clémence en mettant en avant l'absence de casier judiciaire, mais Sunita a vite démonté cet argument en détaillant la cruauté systématique des abus infligés à 7 petites filles pendant 2 ans. Quand la juge a prononcé une peine de 18 mois de prison, suivie de 3 ans de mise à l'épreuve et l'interdiction définitive de tout contact non surveillé avec des mineurs, y compris ses propres filles, j'ai eu les jambes qui se dérobaient. Soulagement, bien sûr, mais aussi colère que la sanction ne soit pas plus sévère. L'huissier l'a emmené menotter, ses parents sanglotaient au fond de la salle, et moi, je serrais fort dans mes mains le dessin de Pia, où il manquait sa silhouette. 2 jours après le verdict, Martha Price m'a appelé pour m'annoncer que les services sociaux lançaient un audit interne complet afin de comprendre pourquoi ma première plainte avait été classée sans investigation sérieuse. Elle s'est déplacée chez moi avec 2 superviseurs seniors, qui ont tout noté dans le détail sur les propos et les actes de la première intervenante, y compris l'accusation selon laquelle je manipulais ma fille. Ils ont admis des dysfonctionnements dans leur procédure d'évaluation et promis de nouveaux protocoles pour mieux détecter les cas de maltraitance psychologique, mais après tout ce que nous avions traversé, leurs excuses sonnaient creux. Le responsable m'a remis les formulaires pour déposer une plainte officielle contre l'assistante sociale d'origine que j'ai remplie ce soir-là pendant que Pia dormait enfin. Elisabeth a organisé la réunion suivante du groupe chez elle. Nous avons parlé de la montagne de frais juridiques qui nous étouffait toutes.
Elle avait déniché une association prête à aider les victimes à payer leurs avocats et nous a expliqué comment monter le dossier, pendant que nos filles jouaient juste à côté. Une mère avait déjà dû vendre sa voiture pour régler l'avocat, une autre risquait de se retrouver à la rue, mais nous avons uni nos forces pour nous entraider, trouver de quoi manger et payer l'essence. Elisabeth a lancé une cagnotte en ligne, et en une semaine, nous avions réuni assez pour que chacune puisse garder un toit un mois de plus. Les séances de thérapie de Pia, 2 fois par semaine, étaient toujours difficiles à vivre. Elle affrontait ses traumatismes en dessinant ou en mettant en scène avec des poupées ce qu'elle avait traversé. Certaines nuits, elle se réveillait en criant à cause de la cave et venait se réfugier dans mon lit, toute tremblante, alors que d'autres fois, elle dormait profondément dans sa chambre, ce que la thérapeute qualifiait d'avancée. Tous les matins, elle continuait à examiner la longueur de ses cheveux devant la glace, les effleurant nerveusement entre ses doigts, mais elle n'évoquait plus l'idée de les couper. Selon la thérapeute, cette fixation finirait par s'atténuer avec la patience et la routine, mais voir ma fille se débattre avec quelque chose d'aussi banal que ses cheveux me brisait le cœur un peu plus chaque jour. Sunita m'a appelé pour me suggérer d'envisager une action civile contre mon ex, afin d'obtenir des dommages et intérêts une fois le volet pénal clos. Elle m'a transmis les coordonnées d'avocats spécialisés qui ne prennent des honoraires qu'en cas de succès, mais j'étais incapable d'imaginer me lancer dans d'autres procédures, alors que j'étais déjà noyée sous les factures et concentrée sur la stabilité de Pia. Peut-être qu'un jour je trouverai la force de réclamer une indemnisation, mais pour l'instant, réussir à tenir le coup chaque journée me paraissait déjà être une victoire. Une responsable du fonds d'indemnisation des victimes m'a contactée après avoir vu notre histoire dans la presse et m'a accompagnée dans la constitution d'un dossier pour couvrir les frais de thérapie et d'avocat. Le dossier faisait 20 pages, mais 3 semaines plus tard, on nous a accordé une prise en charge partielle, ce qui signifiait que je pouvais continuer les séances de Pia sans devoir choisir entre sa santé et faire les courses. Toutes les autres mamans ont également obtenu une aide, et ce soutien nous a énormément soulagés. J'ai rencontré la directrice et la conseillère de l'école de Pia pour organiser des aménagements adaptés, sans qu'elles ne se sentent mises à l'écart. Ils ont instauré un système de binôme pour les passages de toilettes, car Pia ne supportait plus d'être seule dans de petits espaces, et son institutrice restait attentive aux moindres signes de malaise pendant la journée. Savoir qu'il y avait des adultes à l'école qui comprenaient ce qu'elle avait traversé et pouvaient la soutenir a changé sa façon d'apprendre. Un samedi, Elisabeth a emmené toutes les filles au salon de coiffure, où, d'un commun accord, elles ont décidé de se couper les cheveux courts, histoire de reprendre la main sur leur histoire. Ce qui avait été imposé comme une obligation s'est transformé en choix personnel, et elles riaient en feuilletant les magazines pour trouver la coupe idéale. Pia m'a étonnée en gardant les siens plus longs. Elle m'a dit qu'elle les aimait maintenant qu'on ne pouvait plus l'obliger à les couper, et je l'ai vue sourire devant le miroir pour la première fois depuis des mois. Malgré notre discrétion, les médias locaux ont relayé notre histoire, et en quelques jours, mes réseaux sociaux ont été envahis de messages odieux d'inconnus, me traitant de menteuse et m'accusant de détruire la vie d'un homme innocent. Un déséquilibré est même allé jusqu'à retrouver mon adresse professionnelle pour m'envoyer des menaces précises sur ce qu'il comptait me faire pour avoir brisé une famille. J'ai sécurisé tous mes comptes, signalé les pires menaces à la police, mais j'ai vite décidé qu'il était inutile d'épuiser mon énergie à répondre à des anonymes alors que j'en avais tant besoin pour avancer. 3 mois après la fin du procès pénal, je me suis retrouvée au tribunal de la famille pour l'audience concernant la garde, avec tous nos documents étalés devant le juge. Il a tout examiné, y compris la condamnation et les rapports de la protection de l'enfance, avant de m'accorder la garde exclusive à titre définitif, avec un droit de visite surveillé pour mon ex, à condition qu'il suive une thérapie sérieuse et respecte une longue liste d'exigences. Pia était enfin protégée légalement, et j'ai fondu en larmes dans les toilettes du tribunal, épuisée mais soulagée. 3 semaines plus tard, Pedro m'a envoyé une photo prise au centre communautaire où, avec José, ils donnaient des cours d'autodéfense féminine dans le cadre de leur peine. Une vingtaine de femmes participaient à l'atelier, apprenant les gestes de base, et Pedro posait, fier, avec son diplôme d'instructeur. José, à côté de lui faisait des oreilles de lapin, comme 2 gosses. On leur avait imposé 60 heures chacun, mais ils se sont inscrits pour 40 de plus, expliquant qu'aider les femmes à se défendre, c'était aller au bout de ce qu'on avait commencé cette fameuse nuit. Je suis passée leur apporter du café et des beignets pendant la pause, et je les ai observés montrer des techniques d'évasion à un groupe d'étudiantes. Pedro a croisé mon regard et m'a glissé à voix basse « Ça valait le coup », tout en montrant à une femme comment se sortir d'une clé de bras. 6 mois ont passé, et nos rendez-vous du mardi chez Elisabeth sont devenus sacrés. On s'installait autour de sa table de cuisine, pendant que les filles jouaient dans le jardin, et on discutait des progrès en thérapie, des démarches administratives et des astuces pour habiller nos enfants sans exploser le budget. Un après-midi, Pia est rentrée avec les genoux verts d'herbe et les cheveux en pagaille, me demandant si elle pouvait prendre un goûter. Ses cheveux lui tombaient désormais sur les épaules, et elle commençait à les coiffer différemment chaque jour. Ce week-end-là, elle s'est postée devant le miroir de la salle de bain, les doigts dans les cheveux. « Est-ce que je peux les laisser pousser très longs, comme une princesse ?» Je lui ai répondu qu'elle pouvait avoir la coiffure qu'elle voulait, et elle a bondi de joie en applaudissant. On est allés au centre commercial, et elle a choisi des barrettes pailletées, des rubans et une brosse décorée de son personnage préféré. À la caisse, la vendeuse l'a complimentée sur ses beaux cheveux, et Pia lui a répondu « Merci »,
un sourire radieux aux lèvres, au lieu de se cacher derrière moi. 2 mois plus tard, Elisabeth m'a appelée en larmes. Sa voiture était tombée en panne en route pour le rendez-vous de thérapie d'Emily. En moins d'1 heure, 3 mamans étaient sur place. L'une a conduit Elisabeth au rendez-vous, une autre a géré le dépannage, et j'ai récupéré ses courses. On formait une drôle de famille créée par le traumatisme, mais unie par quelque chose de plus fort. Dès qu'il arrivait un pépin à l'une d'entre nous, les autres débarquaient avec des plats, du babysitting, ou parfois juste une bouteille et des mouchoirs. La mère de mon ex m'a appelé un jeudi, alors que je préparais le dîner. Elle a parlé 20 minutes pour dire qu'ils n'avaient rien vu venir, qu'ils étaient désolés et qu'ils aimaient toujours Pia. Après 3 séances de thérapie pour y réfléchir et 2 rencontres avec l'équipe du centre de visite encadré, nous avons accepté de mettre en place des visites mensuelles. Pia les a retrouvés au centre, accompagnée d'une conseillère, puis elle est rentrée à la maison en racontant avec enthousiasme les puzzles qu'ils avaient réalisés ensemble. Elle avait désormais le droit de connaître toute sa famille, même si ce n'était qu'à travers une vitre de sécurité et sous l'œil des surveillants. Un samedi, Elisabeth a emmené Emily avec elle, munie d'une pochette remplie des dessins issus de ses séances d'art-thérapie. Les premiers n'étaient que des gribouillis noirs ou des escaliers sombres, mais petit à petit, les couleurs avaient pris le dessus. Elle avait représenté les 7 filles en super-héroïne, cap au vent, survolant une maison, et, sur un autre dessin, elles se tenaient toutes par la main, en cercle, sous de grands soleils jaunes. Emily a désigné chaque personnage, les nommant une à une, et n'a gardé Pia pour la fin que pour annoncer fièrement « C'est la plus forte parce qu'elle nous a sauvés ». La thérapeute m'a appelée après la séance suivante pour me dire que Pia faisait des progrès impressionnants. Elle savait maintenant nommer ses émotions et utilisait des exercices de respiration quand elle sentait la peur monter. On avait pu réduire ses séances à 1 par semaine, et bientôt, il ne resterait plus qu'un rendez-vous par mois. En venant la chercher, Pia m'a fièrement montré un cahier où elle s'était dessinée en arbre, avec de profondes racines et des branches qui montèrent vers le soleil. Le centre d'accompagnement nous a ensuite conviés à leur événement annuel, où des adultes venus raconter comment ils avaient reconstruit leur vie après de grandes épreuves. Je n'étais pas sûre d'emmener Pia, mais la thérapeute pensait que cela pourrait l'aider à comprendre qu'on pouvait guérir. Nous nous sommes installés au dernier rang, écoutant des femmes raconter comment elles avaient bâti leur carrière, une famille, une vie après le traumatisme. Pia m'a tenu la main tout du long, penchée en avant, complètement absorbée. Elle m'a demandé ensuite si ces femmes étaient, elles aussi, des super-héroïnes. Je lui ai répondu que oui. Lors de la séance suivante, Pia a franchi ce que la thérapeute a qualifié d'étape décisive. Elle portait en elle la culpabilité d'avoir laissé les autres filles descendre à la cave lorsque ses cheveux avaient repoussé. La thérapeute l'a aidée à comprendre qu'à 6 ans, personne ne pouvait protéger tout le monde et qu'elle avait déjà accompli quelque chose d'extraordinaire en essayant. Pia est sortie du rendez-vous la tête haute et pour la première fois depuis des mois, elle n'a pas vérifié la longueur de ses cheveux dans le rétroviseur de la voiture. Puis, une lettre du service pénitentiaire est arrivée. Mon ex-mari avait été transféré dans un établissement spécialisé pour suivre un programme de soins. Ses parents m'ont confirmé lors de leur visite suivante qu'il avait enfin admis ce qu'il avait fait et débuté une thérapie. J'ai jeté la lettre sans lire la suite, car je n'avais que faire de son parcours, de sa guérison ou du reste. Ce qui comptait, c'était qu'il soit enfermé pour 18 mois et qu'il n'ait plus jamais l'autorisation d'être seul avec des enfants. 3 semaines après, le bureau du procureur m'a contacté pour discuter de nouvelles règles à instaurer dans des affaires comme la nôtre. L'inspecteur Curie animait une session de formation et souhaitait que je partage les signaux que nous avions remarqués, mais que tout le monde avait ignorés. Je me suis retrouvée devant une vingtaine d'enquêteurs, carnet en main, prenant note des coupes de cheveux, des serrures à la cave, de la façon dont les enfants s'entraident, souvent comme les adultes ne savent pas le voir. Ils m'ont posé des questions précises sur la chronologie et j'ai tout détaillé. Chaque signalement restait lettre morte, chaque inquiétude balayée d'un revers de main. L'inspecteur Curie secouait la tête à chaque fois que j'évoquais l'assistante sociale qui m'avait accusée de manipuler Pia. Désormais, un signalement concernant plusieurs enfants présentant le même comportement inhabituel déclencherait une enquête complète grâce à un nouveau protocole, qui a même été baptisé du nom de notre affaire. J'ai cependant insisté pour qu'il n'utilise pas le prénom de Pia. 2 mois plus tard, Pia a fait sa rentrée en CP. Cartable sur le dos, tresse impeccable, personne ne savait ce qu'elle avait traversé. L'enseignante m'a appelée dès la première semaine pour me dire que Pia se faisait déjà des amis et participait avec entrain à toutes les activités. À la cantine, elle déjeunait avec 3 autres petites filles, elles s'échangèrent leurs goûters et riaient de tout et de rien. Lors de la réunion parents-prof, l'enseignante m'a montré fièrement le travail de Pia, m'expliquant qu'elle lisait déjà au-dessus du niveau de sa classe. Elle était aussi très forte en maths et avait un faible pour les expériences scientifiques. L'enseignante ignorait tout de notre histoire, et c'était justement ce qu'il fallait à Pia, être une élève comme les autres, dont le plus gros souci restait la dictée du lendemain. Quand la date anniversaire est arrivée en novembre, Elisabeth a organisé une fête au parc. Elle avait réservé le grand préau, et les 7 familles sont arrivées les bras chargés de plats et de boissons. Les filles ont joué à chat pendant que nous papotions assises autour des tables de pique-nique, les regardant courir. Personne n'a évoqué la nuit en question,
ni les longs mois de procédure. On a juste profité de nos filles et abusé un peu trop de la salade de pommes de terre. Jasmine poursuivait Pia sur l'aire de jeu, et elle riait à en perdre haleine. Émilie avait apporté des craies, et toutes les filles ont dessiné sur le béton, des fleurs, des arcs-en-ciel, des dessins colorés d'enfants, mais pas la moindre trace d'un escalier sombre. Une fois les fêtes passées, Elisabeth a inscrit Émilie à un atelier théâtre pour enfants au centre communautaire. Pia voulait absolument y aller elle aussi, alors je l'ai inscrite. Tous les samedis matins, elle répétait de petites pièces, apprenait des chansons. Pia adorait se retrouver sur scène, incarner différents personnages. L'animatrice trouvait qu'elle avait un vrai talent et connaissait toujours son texte. Pour le spectacle du printemps, les enfants jouaient Peter Pan et Pia incarnait l'un des enfants perdus. Elle avait 3 répliques qu'elle répétait inlassablement à la maison. Le soir venu, elle les a prononcées sans faute et a salué le public avec un sourire radieux. C'est à cette période que j'ai rencontré quelqu'un, au supermarché, de tous les endroits. Nous avons attrapé la même boîte de céréales et cela nous a fait rire. Il m'a proposé qu'on aille boire un café et, à ma grande surprise, j'ai accepté. Il s'appelait Marc. Il travaillait dans le bâtiment. Dès notre 2e rendez-vous, je lui ai parlé de Pia, de tout ce que nous avions traversé. Il n'a pas fui, n'a eu aucune réaction déplacée, il a simplement écouté, puis il a dit que nous étions courageuses. Quand je l'ai présentée à Pia au bout d'un mois, elle était timide et sur la réserve. Marc n'a rien brusqué. Il s'est simplement installé par terre pour faire des Legos avec elle pendant que je préparais le dîner. Après son départ, Pia m'a confié qu'il avait l'air gentil, ce qui, venant d'elle, était énorme. On a pris notre temps et Marc a compris sans qu'on ait besoin d'expliquer. 6 mois après la rentrée en CP, Pia est venue me voir avec une idée. Elle voulait aider d'autres enfants qui, comme elle, avaient du mal à parler aux adultes de choses graves. Le centre d'accompagnement proposait un programme où des enfants plus âgés, qui avaient traversé des épreuves, échangeaient avec les plus jeunes. Isabelle trouvait Pia encore un peu jeune, mais nous a proposé de nous engager ensemble comme bénévoles. Une fois par mois, on allait au centre pour préparer les ateliers de prévention. Pia distribuait des coloriages et s'installait avec les enfants au moment du goûter. Un jour, une petite fille lui a demandé si les monstres existaient, et Pia a répondu « Parfois, il y a des gens qui se comportent comme des monstres, mais il y a toujours des héros aussi. » C'est de moi qu'elle parlait en évoquant le héros. L'État nous a envoyé une lettre annonçant que le fonds d'indemnisation accordait une aide supplémentaire pour la thérapie, vu les progrès des filles. Ils ont reconnu que le système avait failli au départ et que cette aide était une façon de réparer. Ce soutien nous permettait de poursuivre la thérapie sans plus s'inquiéter des factures. Les 7 familles ont reçu l'accord, ce qui a permis à chacun de se concentrer sur la guérison, sans se soucier de l'aspect financier. Elisabeth amenait Émilie plus souvent, et les filles sont devenues de vraies amies. Pas seulement parce qu'elles avaient vécu les mêmes épreuves, mais parce qu'elles adoraient les mêmes films, les mêmes livres. Elles faisaient des soirées pyjama, se vernir les ongles, regarder des Disney. Un soir, en allant jeter un œil, je les ai trouvées endormies toutes les deux dans une cabane de couverture qu'elles avaient reconstruite. La mère d'Émilie et moi étions assises dans la cuisine, un verre de vin à la main, à parler de vente de gâteaux à l'école, d'inscriptions au foot, de tout ce qui fait la vie des mamans ordinaires, sans un mot sur le passé. 4 mois après le début de sa peine, la compagne de mon ex a été libérée. Elle a dû s'inscrire comme délinquante pour maltraitance sur mineur et porter un bracelet électronique pendant 1 an. Le procureur m'a appelé pour m'avertir, mais il m'a dit qu'elle partait s'installer en Arizona chez sa sœur. Nous ne l'avons plus jamais revue, et pour être honnête, je l'ai très vite oubliée. 2 ans après cette nuit terrible, j'ai levé les yeux au barbecue d'été organisé par Elisabeth. Les 7 filles jouaient sous les jets d'eau. Certaines avaient encore besoin d'aide, mais toutes étaient en sécurité, entourées d'amour, sur le chemin de la guérison. Pia avait les cheveux jusqu'aux épaules, ornés ce matin-là de petites barrettes papillons, et elle montrait à Jasmine une chorégraphie apprise en colonie. Émilie dessinait à la craie sur le trottoir avec Selena, Ève lisait à l'ombre d'un arbre, les 2 plus petites bâtissaient des châteaux dans le sable. Nous avions fait ce qu'il fallait pour les protéger, et enfin, elles étaient juste des enfants. 1 an plus tard, lors de notre réunion de famille annuelle, Pedro s'est levé, une bière à la main, et a fait rire tout le monde avec ses anecdotes de bénévolat en self-défense. José l'a rejoint, et tous les 2 ont plaisanté sur leur casier judiciaire, affirmant que ça valait le coup rien que pour la tête de mon ex ce soir-là. Tout le monde connaissait la vraie histoire, et quand Pedro a lancé « La famille protège la famille », tout le monde a levé son verre. Les autres mamans étaient là aussi, avec leurs filles courant partout dans le jardin à jouer à chat, comme n'importe quels enfants. Elisabeth avait apporté sa fameuse salade de pommes de terre, et nous étions installés aux tables de pique-nique, à regarder nos filles profiter simplement de leur enfance. Pedro et José étaient devenus les tontons des 7 filles. Ils n'auraient raté pour rien au monde un anniversaire ou un spectacle scolaire. À la tombée de la nuit, on a allumé des cierges magiques, et les filles dessinaient leurs prénoms dans l'air avec les étincelles. Pia a couru vers Pedro, l'a enlacé à la taille, et il l'a fait tournoyer dans les airs. Ce soir-là, une fois tout le monde parti, j'ai bordé Pia dans son lit, ses longs cheveux soyeux étalés sur l'oreiller. Elle a choisi un ruban violet dans sa collection et m'a demandé de lui tresser pour l'école le lendemain. Par réflexe, j'ai regardé sous son lit, mais il n'y avait plus de ciseaux cachés. Elle s'est endormie en serrant sa licorne en peluche, et je suis restée dans l'embrasure de la porte, à la regarder respirer calmement. Nous avions mené ce combat jusqu'au bout, et désormais, elle était libre d'être simplement une petite fille qui aime les jolis rubans.
Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi dans toutes ces réflexions. C'est toujours un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle-ci.